L'impérial terrorisme, paru au Mali, est préfacé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La cérémonie de dédicace s'est tenue le 15 février dernier au mémorial Modibo Keïta. L'impérial terrorisme révèle la forme actuelle de l'agression occidentale et moyen-orientale contre l'Afrique et preuve irréfutable de l'offensive de l'OTAN en Afrique. Son auteur est l'invité de ce journal, professeur Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Africa. Bonsoir à vous et bienvenue sur le plateau du 1945. Bonsoir à vous, bonsoir au Mali, bonsoir à l'Afrique des libertés. Et pour conduire cette interview, je suis avec M. Massiré Diop. Il est mon confrère du Journal du Mali. Il est le rédacteur en chef. Bonsoir M. Diop et bienvenue à vous. Bonsoir Marietou, bonsoir cher professeur. Bonsoir à vous, bonsoir au Journal du Mali, que je lis souvent. Merci. L'impérial terrorisme suscite un vif intérêt depuis sa parution. La cérémonie de dédicace a marqué un moment important dans le débat sur les dynamiques géopolitiques en Afrique. Nous aimerions aujourd'hui approfondir avec vous les thèses que vous défendez. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire l'impérial terrorisme et pourquoi Bamako pour le lancement? Le 15 août 2022, au Conseil de sécurité des Nations Unies, le Mali portait des accusations extrêmement graves contre la France et plusieurs autres puissances de l'Union européenne et de l'OTAN à propos du soutien, du financement et de la médiatisation des actions des groupes terroristes au Sahel et sur le sol malien. Ces accusations n'ont pas fait l'objet d'un examen, d'une plaidoirie ou d'une confrontation judiciaire à l'ONU. Ce silence a été vécu pour moi comme une humiliation de l'intelligence africaine, comme un déni. D'autant plus que le Niger et le Burkina Faso et plusieurs autres pays africains allaient emboîter le pas au Mali pour formuler des accusations de même nature. En tant qu'intellectuel, fils de l'Afrique, serviteur des libertés africaines, j'ai entrepris une enquête par moyens personnels, empruntant aux archives américaines, européennes, françaises, aux archives reconnues par les institutions politiques internationales, toutes les preuves qu'en réalité, Al-Qaïda ou l'État islamique, ce ne sont pas des organisations musulmanes, ce sont des groupes de mercenaires et de bandits financés par les grandes puissances impérialistes de l'OTAN avec leurs alliés du Moyen-Orient pour maintenir l'Afrique en guerre et pouvoir continuer à la piller. On va revenir sur ces preuves, le temps de donner à Massiré le temps de réagir. Vous parliez tantôt de preuves, alors que ça fait trop longtemps qu'on en parle, bien sûr. Toutefois, quelles sont ces preuves? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ces preuves dont vous évoquez dans votre ouvrage? Sans priver les lectrices et les lecteurs du loisir de parcourir les 198 pages de cet ouvrage, j'ai mobilisé 6 catégories de preuves. 6 types de preuves. Une preuve historique, rappelant la composition des pays de l'OTAN et la composition des principaux acteurs historiques de la traite négrière, de la colonisation et des tentatives de néocolonisation du continent africain. Vous vous rendrez compte qu'il y a une identité de liste. Si vous prenez les puissances négrières, les puissances coloniales, les pays de l'OTAN et leurs alliés du Moyen-Orient, vous retrouvez les mêmes puissances depuis pratiquement 700 ans à user de la terreur contre les Africains. Deuxième preuve. Là, on rentre dans des documents qui ont été déclassifiés ou qui ont été révélés par des enquêtes internationales, dans le cas d'espèce Wikileaks, les emails de Mme Hillary Clinton, qui était secrétaire d'État américaine au moment du bombardement, du saccage de la Libye par l'OTAN. Ces emails révèlent que Kadhafi n'a pas été tué pour la démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l'homme. Kadhafi a été tué parce que son régime se préparait à mettre en place une monnaie souveraine africaine qui détrônerait le dollar, l'euro et le franc CFA. J'ai une troisième catégorie de preuves. C'est un dialogue célèbre entre l'ancien ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, de la France, il s'appelle Laurent Fabius, et l'actuel ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov. Lavrov se fait appeler par Laurent Fabius qui lui demande de ne pas faire intervenir la Russie parce que la France veut aider le Mali à combattre ce qu'on appelle alors les djihadistes en 2013. Alors Lavrov dit ceci à Fabius: vous allez combattre maintenant au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Et Fabius fait la réponse très célèbre, mais tristement célèbre suivante: c'est la vie. Et j'analyse le contexte et l'histoire de cette rencontre. Je passe à une quatrième preuve. C'est la confrontation entre l'ancien président américain Barack Hussein Obama et l'ancien président du Niger,
Mahamadou Youssoufou. Elle se passe le 27 mai 2011 à Deauville. Le président nigérien d'alors fait remarquer aux membres du G7 réunis à Deauville en France que le saccage de la Libye entraînera la déstabilisation de tout le Sahel et de toute l'Afrique. La réponse du président Obama est célèbre, tristement célèbre elle aussi. We will finish the job, c'est-à-dire nous irons jusqu'au bout de notre objectif. Enfin, je mobilise des preuves très récentes, des révélations d'officiels américains, Madame Tulsi Gabbard, qui a été nommée comme chef du renseignement américain, qui est officière supérieure de l'armée des États-Unis, Monsieur Elon Musk, qui est aujourd'hui nommé à la tête de l'agence américaine de la bonne gouvernance, ont publiquement affirmé sous serment, avec preuve, que le Trésor américain a directement financé, armé, soutenu Al-Qaïda et l'État islamique. Ces faits se déroulent entre le 31 janvier 2025 et ce mois de février 2025. Alors, je rassemble toutes ces preuves. Oui, Bourama Kansaï a préfacé le livre. Il est le ministre actuel de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Pourquoi ce choix? Le ministre Bourama Kansaï, qui était un professeur des universités, est chargé du département de la science et de la recherche au Mali. Un livre qui a pour vocation de déposer des preuves irréfutables d'un fait gravissime mérite en effet d'être regardé très sérieusement par les patrons de la recherche scientifique malienne. Je voudrais remercier ici les autorités maliennes pour l'honneur qui nous a été fait d'être lus par elles. Et le ministre Bourama Kansaï a représenté l'ensemble du gouvernement et d'ailleurs au-dessus de celui-ci, les plus hautes autorités, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, pour regarder ce livre et au regard de ce que savent les officiels maliens qui possèdent des documents auxquels je n'ai pas accès. Si le ministre de l'enseignement scientifique et de la recherche a voulu, l'enseignement supérieur de la recherche a voulu apporter sa préface à ce livre, c'est qu'il est convaincu que les preuves que l'intellectuel laïque que je suis, que le philosophe que je suis a mobilisées, elles sont corroborées par celles que détient sans doute aujourd'hui le gouvernement malien depuis notamment l'accusation du 15 août 2022. Mais il y a mieux, c'est la preuve que la société civile peut participer à la manifestation de la preuve, elle peut peser dans le rapport de force géopolitique et géostratégique international à travers un travail démontré, un travail empiriquement incontestable. C'est celui-là que je propose. Il tombe littéralement à point nommé. Il était temps, mais la grande question qui se pose pour moi, c'est quelles sont les conséquences que vont en tirer nos gouvernants. Maintenant que des officiels américains et des preuves scientifiquement irréfutables prouvent que ce n'est pas pour des motifs religieux que l'Afrique est attaquée. Maintenant que nous savons qui a financé Al-Qaïda et l'État islamique et qui les a créés, maintenant que nous savons que ce sont les puissances de l'OTAN avec leurs alliés du Moyen-Orient, nous, Africaines, Africains, nous, gouvernements africains, nous, pays africains, quelles conséquences nous en tirons? J'appelle à des suites judiciaires et politiques à cette affaire. Il s'agit de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Il faut que les tribunaux africains s'emparent de la reconnaissance occidentale de l'implication dans le terrorisme. Oui, excusez-moi de revenir sur le sujet, toujours par rapport aux preuves, pour parler de preuves, je pense qu'il faut un tribunal, il faut quand même des enquêtes qui puissent, ce ne sont pas des simples déclarations, donc c'est assez sérieux. Est-ce que vous avez, par exemple, prévu de saisir une instance juridique au niveau international, la CPI et autres, pour ce genre de preuves? Et deuxièmement, vous n'êtes pas sans savoir aussi que même les pays occidentaux ne sont pas épargnés par le phénomène du terrorisme aujourd'hui, qui est un phénomène mondial. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cela? Est-ce qu'il ne s'agirait pas là d'aller ensemble pour combattre ce fléau? Il faut bien voir qu'il y a un phénomène qui est le fondement de l'hégémonie politique et économique de l'Occident sur la Terre, c'est le phénomène de la duplicité géostratégique et géopolitique. Les mêmes qui arment les organisations terroristes d'un côté sont les mêmes qui viennent proposer aux pays africains qui en sont victimes leur aide. Vous avez bien compris, c'est la stratégie du pompier pyromane. À partir du moment où, devant le Sénat des États-Unis, il est publiquement déclaré, sur la base de documents officiels déclassifiés, que le Trésor américain a payé Al-Qaïda, a payé l'État islamique pour leurs prestations. À partir du moment où celle qui va diriger le renseignement spécial américain, Madame Tulsi Gabbard, par ailleurs officière supérieure des États-Unis, nous dit « J'ai honte que mon pays ait financé ceux qui ont tué les Américains le 11 septembre 2001 ». Nous devons prendre toutes nos responsabilités. Et je voudrais vous dire que la notion de preuve n'appartient pas qu'au domaine du tribunal. Son origine, à l'origine, en fait, elle vient du monde de la religion. La preuve, c'est l'attestation de la foi. On retrouve cette notion en philosophie, dans la démonstration logique. On la retrouve en mathématiques. Vous l'avez pratiquée plusieurs fois.
Ce sont les preuves de toute cette nature-là, mises en commun, qui créent une véritable conviction. Dans les tribunaux, on recourt à toutes ces formes de preuves. Dans le cas d'espèce, il me semble que les sociétés civiles doivent se constituer en plaignantes. Il me semble que les gouvernements doivent prendre des initiatives judiciaires internationales. On ne peut pas laisser passer les millions de morts du terrorisme par pertes et profits. Et il faut que quelqu'un paye pour tout ça. Monsieur Franklin, vous avez interpellé dans le livre La jeunesse africaine. Quel doit être son rôle? Le premier devoir de la jeunesse africaine, c'est de tout faire pour s'offrir la meilleure éducation possible. Elle n'est pas faite simplement de ce qui nous est enseigné, mais de l'effort de chercher la connaissance. Le deuxième élément, c'est l'engagement citoyen. Les jeunes Africains doivent se sentir impliqués par les transformations sociales, économiques et politiques de leurs pays respectifs et de notre continent. Enfin, il y a un troisième niveau. La jeunesse africaine, elle est faite des responsables politiques, économiques, sociaux de demain. Il faut se préparer à assumer des responsabilités. L'Afrique, dans ce mouvement de renaissance géopolitique et géostratégique, impulsé par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont pris la décision de ne pas combattre le terrorisme en se faisant aider par ceux qui le financent, il va falloir préparer un leadership africain déterminé à protéger de manière jalouse et farouche la souveraineté de notre continent. Réaction, Monsieur Diop? Oui, par rapport tout simplement à ce que vous avez dit tantôt sur ces autorités de transition, vous n'étiez pas tendre il y a quelques années avec ces autorités-là, mais qu'est-ce qui a changé entre-temps? Ensuite, on dit très souvent que oui, le professeur défend l'Afrique, le professeur parle de l'Afrique, le professeur fait la promotion de l'Afrique, mais quelque part, il ferme les yeux concernant les dirigeants qui s'éternisent au pouvoir, notamment celui du Cameroun. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Je suis tout à fait habitué à ce poncif qui est fort répandu. Je vous remercie quand même d'en reparler. Alors, sur le premier point, mais si je suis aujourd'hui au Mali, c'est grâce à la critique que j'ai faite des débuts de la révolution malienne en 2020-2021. Sous le régime du colonel Bandao, président de la transition, du président Assimi Goïta à l'époque, vice-président, qu'est-ce qu'on observait? Une tentative de rentrer dans le ronronnement néocolonialiste qui caractérise, de mon point de vue aujourd'hui encore, un régime comme celui du Cameroun, mon pays natal, ou celui de Côte d'Ivoire. Et c'est précisément contre ce retour dans ce ronronnement que j'ai formulé des critiques. Ces critiques, elles étaient de trois ordres. Premièrement, ne vous associez pas à M. Ouattara, parce qu'il défend les intérêts étrangers à ceux de l'Afrique. Si vous vous associez à lui, vous vous retrouverez contre le peuple africain du Mali. Il représente le néocolonialisme français, cet homme. Il n'est rien d'autre que cela. Et il a dit lui-même publiquement, dans une interview célèbre à Jeune Afrique, « Je ne dois rien à personne sauf à la France ». Deuxième élément, je disais au président Assimi Goïta, on tentera de vous sacrifier comme un mouton. Souvenez-vous que le président Assimi Goïta était l'objet d'une tentative d'égorgement dans une mosquée. Ne me donnez pas la boule de cristal. Mais là, il s'agit de choses dites et qui ont été vérifiées. J'ai dit enfin que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, tous les pays qui voulaient marcher vers la vraie souveraineté seraient agressés massivement. Le 9 janvier 2022, on a vu ce qui est arrivé. Si vous me voyez aujourd'hui au Mali, c'est parce que le chef de l'État, le président de la transition, son Excellence le général Assimi Goïta, reconnaît que les critiques acerbes que j'avais formulées à l'époque se sont avérées. Et la révolution malienne est aujourd'hui le phare de la révolution panafricaniste. Et par rapport au Cameroun? Pour le Cameroun, j'ai écrit 5 livres sur le Cameroun. Je vous mettrai au défi de me dire si vous en avez lu un seul. Alors, M. Niamsi, quel impact espérez-vous que ce livre ait sur la conscience politique africaine et quels sont vos prochains engagements? Nous, Africains de ce temps, ma chère dame, avons été fortement intimidés par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental lorsque nous avons commencé à dénoncer la duplicité des grandes puissances occidentales dans le terrorisme qui frappe notre continent. Merci. Ce livre met fin à la peur de la vérité. Merci beaucoup, merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Iniché. Iniché à Oniché. Merci à vous également, M. Diop. Merci beaucoup, Marietou. Merci beaucoup, professeur. Merci.